Alors très heureux de vous retrouver pour cette deuxième capsule, pour ce qui me concerne, dans le cadre de ce MOOC. Encore une fois, un grand merci au CNAM et à Cynthia Fleury de leur invitation à m'exprimer devant vous. La première capsule que j'ai traitée portait plus spécifiquement sur la question des données de santé et des traitements massifs de ces données. Là, on va parler d'intelligence artificielle et de garantie humaine de l'IA. Donc, je suis David Grezon, je suis directeur du programme santé du groupe Jouve et par ailleurs cofondateur d'Ethic IA. Ethic IA, c'est un vecteur qui développe des outils de régulation éthique positive de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé et ailleurs. Vous allez voir que ce que l'on a construit pour l'IA en santé se diffuse dans d'autres domaines et c'est une bonne nouvelle. Alors, l'intelligence artificielle en santé, qu'est-ce que c'est? Comment la définir? D'abord, comme vous le savez sans doute, intelligence artificielle, c'est une mauvaise traduction de l'américain Artificial Intelligence. Les fondateurs de l'IA, c'est Alan Turing, Marvin Minsky, on est là au tournant des années 45-50. Si on voulait définir plus précisément l'IA, il faudrait parler d'informatique heuristique, c'est-à-dire des programmes informatiques capables de se substituer en tout ou partie à des éléments de raisonnement mis en œuvre jusqu'ici par des humains. L'intelligence artificielle, retenons cette expression bien sûr qui est entrée dans le langage courant, s'appuie sur ce que l'on appelle des algorithmes informatiques. Algorithme, ce n'est pas un mot spécifique à l'informatique, c'est un mot arabe qui veut dire matrice décisionnelle. Et on passe notre temps, toutes et tous, dans notre vie quotidienne, professionnelle, sentimentale peut-être, à utiliser des matrices décisionnelles qui vont nous amener à prendre à partir d'hypothèses, d'éléments de données que l'on traite, à prendre des orientations de décision dans tel ou tel sens. Et donc c'est ce que fait l'IA. Elle s'appuie sur une matrice informatique algorithmique pour pouvoir derrière orienter un certain nombre de décisions ou prendre des décisions elles-mêmes. C'est le cadre général de l'IA, de ses fondements, qui a connu, à partir des années 70-80, une révolution technologique avec notamment John Holland, David Goldberg, l'identification de ce que l'on a appelé les algorithmes d'apprentissage automatique ou les algorithmes de machine learning. Ce sont des algorithmes capables de produire une meilleure version d'eux-mêmes, de s'améliorer au bout d'un certain temps de traitement de données. C'est une révolution de la technologie qui après s'est développée sous des formes complémentaires avec des algorithmes de deep learning, des réseaux d'apprentissage profond où on va mettre en parallèle des réseaux d'algorithmes, plusieurs, qui vont conjuguer leur puissance d'analyse des données pour nous aider à mieux orienter encore un certain nombre de traitements de problèmes. C'est le cadre général dans lequel on se situe. Petite parenthèse d'ailleurs, distinguons les algorithmes de la robotique. Là aussi, si on voulait parler plus précisément, il faudrait parler de mécatronique, de la mécanique électronique. Et vous comprenez bien que cette robotisation, notamment tout à fait opérationnelle dans le domaine de la robotique chirurgicale, peut se coupler ou pas en amont d'une matrice décisionnelle algorithmique qui va aider à guider la décision du chirurgien. Donc c'est le cadre général de l'IA. En santé, qu'est-ce que ça donne? À la fin de cette année 2021, en fait, le tableau est celui d'une diffusion rapide de cas d'usage. On a une vraie révolution de cas d'usage. Ce n'est pas un mouvement homogène. Il y a certaines technologies plus conservées que d'autres, certaines spécialités qui sont plus en avance que d'autres, mais néanmoins, c'est devenu une réalité pratique de la vie de tous les jours dans notre système de santé en France et au niveau mondial. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? De loin, le cas d'usage le plus opérationnel en intelligence artificielle, c'est ce que l'on appelle l'apprentissage machine par reconnaissance d'image. Vous allez prendre un scanner ou un IRM et vous allez une image médicale et vous allez entraîner un algorithme d'IA à reconnaître dessus le signe ou l'absence de signe d'une pathologie. C'est ce qui explique que la radiologie est aujourd'hui de très loin la flèche avancée du développement de l'IA avec des solutions très opérationnelles, par exemple de l'analyse d'interprétation d'images de traumatologie dans un service d'urgence pour repérer le signe ou l'absence de signe d'une fracture sur une image. Et ça permet de rapprocher le diagnostic de spécialité, de rapprocher le diagnostic radiologique des professionnels aux urgences, hors même la présence d'un radiologue qui pourra, le cas échéant, venir confirmer ou infirmer un petit peu plus tard l'interprétation au diagnostic initial. Ça permet d'être plus efficace. Cette reconnaissance d'image, on la retrouve également en IA dans
toute une série d'autres domaines. Le diagnostic automatique du cliché de fond d'œil pour l'identification de la rétinopathie du diabète, l'interprétation massive de clichés de tumeurs dans le domaine du cancer, l'interprétation d'images de peau pour diagnostiquer le mélanome, le cancer de la peau ou les formes de carcinome en dermatologie. Donc on a comme ça toute une série de cas d'usage, principalement centrés sur la reconnaissance d'images. J'oublierai pas de mentionner, c'est un domaine très important qui va vous prendre conscience là aussi opérationnellement des choses, le déploiement de solutions très au point maintenant d'interprétation des mammographies. Et c'est une vraie révolution, vous le comprenez bien, dans la prévention, l'identification du cancer du sein. Donc la reconnaissance d'images, c'est le cas le plus mûr. Et puis deuxième type de technologie, deuxième cas d'usage de l'IA, ce qu'on pourrait appeler l'IA de santé publique, l'IA de pilotage par les données, qui va aller traiter les données de santé d'une population déterminée sur un territoire déterminé. C'est un peu moins mûr, mais c'est évidemment très porteur de sens et de potentiel pour aller traiter les données de ces populations et accompagner au quotidien dans leur parcours de prise en charge les patients qui souffrent de maladies chroniques métaboliques. Ce sont des outils qui accompagneront les patients diabétiques pour suivre leur glycémie, pour proposer des options de prise en charge dans le domaine de l'insuffisance rénale chronique. C'est plus compliqué à faire parce que c'est moins l'habitude de notre système de santé de raisonner en parcours. Il faut se départir de nos habitudes de raisonnement par structure ou par paiement à l'acte, mais vous voyez bien à quel point ça va révolutionner notre système de santé. C'est à l'œuvre, c'est déjà en cours, mais sans doute dans une perspective de temps très opérationnelle, plutôt de 3 à 5 ans, et avec déjà les préliminaires de ça, avec le développement sur des programmes pilotes, de cette idée qui est déjà largement diffusée au Québec, par exemple, de responsabilité populationnelle en santé. Il faut aller vers ça. C'est l'avenir de notre système de santé et l'IA va nous aider. C'est également vrai dans le domaine de la prise en charge du vieillissement, où l'intelligence artificielle va nous aider à sortir des cloisonnements entre le champ sanitaire, le champ médico-social, avec de nouveaux outils qui accompagneront les personnes âgées, par exemple ces petits robots de stimulation neurocognitive que vous avez peut-être déjà vu se diffuser en EHPAD, ou alors des travaux plus fondamentaux qui sont menés par exemple à l'Institut du cerveau et de la moelle à Paris pour aller utiliser l'IA pour comprendre les mécanismes d'apparition d'Alzheimer ou de la maladie de Parkinson. Donc voilà, un tableau de cas d'usage qui se diffuse rapidement, qui révolutionne vraiment notre système de santé, même si ce n'est pas vrai partout au même rythme, et à côté de ça, des enjeux éthiques. Les enjeux éthiques de l'IA, évidemment, vous le comprenez, c'est l'avis 129 du Comité national d'éthique et préalablement la loi de bioéthique et l'avis 130 sur les big data qui le dit. Le premier enjeu éthique, c'est évidemment de s'ouvrir à l'IA. La bloquer, ce serait se priver de ce potentiel d'amélioration de notre système de santé. Mais il faut le faire en étant attentif à un certain nombre de risques éthiques associés à l'IA et qu'il faut essayer de réguler au fil de sa diffusion. Ces risques éthiques, vous allez parfaitement les comprendre, ils sont intuitifs. Le premier, c'est ce qu'on a appelé avec Ethikia les risques de délégation, notion reprise dans l'avis 129 du comité d'éthique. Délégation de la décision du médecin. Je suis professionnel de santé, l'IA me propose une solution thérapeutique assise sur 500 000 cas avec 99% de recommandations. Est-ce que j'exercerai encore mon recul critique ou est-ce que je ne me transformerai pas finalement en presse-bouton qui appliquera la solution quoi qu'il arrive? Ça vaut aussi pour moi côté patient, c'est la délégation du consentement. Est-ce que je garderai toute ma capacité à consentir de manière libre et éclairée à une proposition thérapeutique assise sur autant de certitudes algorithmiques? Premier groupe de risques. Le deuxième groupe de risques éthiques associé à la diffusion de l'IA, c'est, je pense que vous le percevez, vous le comprenez surtout dans ce contexte de crise sanitaire, un point de tension potentiel entre l'intérêt de l'individu, de la personne, et l'intérêt du collectif. Puisque, en fait, l'IA, au fond, c'est un programme mathématique, algorithmique, informatique, qui va recommander ses orientations ou prendre ses décisions sur la base de la loi du plus grand nombre. Et la loi du plus grand nombre, par construction, c'est très bien pour la grande majorité d'entre nous, mais ça peut être moins bien pour un individu ou des groupes d'individus. À l'extrême, ce serait cette personne âgée, plutôt en fin de vie, à qui l'IA jugerait plus rationnel de ne pas proposer cette thérapeutique très coûteuse, parce que le budget correspondant sera mieux réalloué dans l'intérêt de la santé du plus grand nombre. Est-ce que c'est éthique ou est-ce que ce n'est pas éthique? Vous voyez, ça dépend
du point de vue dans lequel on se place. Évidemment, en France, en Europe, on défend l'idée, la valeur de la personne, l'idée du colloque singulier entre le médecin et son patient. Il y a d'autres cadres socioculturels, notamment en Asie, dans lesquels les paramètres s'inversent. Il y a une polarité, il ne faut pas la caricaturer parce qu'on a montré pendant cette crise qu'on était aussi capable en France, et c'est vrai depuis l'hygiénisme du 19e siècle, la santé publique, d'avoir une approche plus orientée vers le collectif, avec évidemment l'exemple fort de la vaccination. Mais quand même, il y a un risque qui est celui de perdre de vue la personne dans cette diffusion de tous les algorithmes. Et vous voyez bien que finalement, ces deux risques, délégation de décision, délégation de consentement, risque de minoration de l'intérêt de l'individu par rapport au collectif, peuvent se combiner. Le risque réel, c'est au fond qu'on soit tous émerveillés, et on aurait des raisons de l'être, par tout ce que l'IA va amener dans le système, et de perdre de vue tout simplement ces effets collatéraux négatifs que subiraient quelques-uns d'entre nous avec la diffusion de tous ces algorithmes. Donc pour éviter ça, la perte de l'esprit critique, eh bien, on a proposé en 2017 avec Ethikia l'idée d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'idée qu'il faut maintenir ces algorithmes d'IA sous supervision humaine. Alors pas tout le temps. Il est hors de question de mettre une personne au-dessus d'un algo à chaque étape parce que sinon on n'en aurait pas les moyens et ce ne serait pas efficace, mais à des points critiques, à des moments clés pour garder sous supervision ces algorithmes. Cette idée a été travaillée, reprise par le Comité national éthique. Je veux rendre hommage tout particulièrement à Cynthia Fleury qui nous a aidé à formaliser cette notion, qui l'a portée, qui l'a incarnée avec tout le talent et la conviction qu'on lui connaît et qui est maintenant, cette notion, une réalité juridique, reprise dans l'article 17 de la loi de bioéthique au niveau national, élargie dans l'article 14 du futur projet de règlement européen sur l'IA qui devra entrer en vigueur dans les prochains mois, et c'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui a été publiée au mois de juin de cette année. Donc, qu'est-ce que c'est la garantie humaine ? En fait, en résumé, il y a deux composantes. D'abord, vers le patient, c'est l'élargissement du devoir d'information du professionnel de santé qui devra informer le patient de ce qu'il a recours à une solution d'IA dans sa prise en charge. Et il devra le faire, cette information spécifique sur le recours à l'IA, à l'occasion du recueil du consentement du patient sur le protocole de soins dans son ensemble. Donc vous voyez, ça permet d'établir un dialogue entre le professionnel et le patient, mais ça permet aussi, ce droit de la garantie humaine nouveau, de maintenir l'IA, est-ce qu'elle est au fond, au moins pour quelques années encore. C'est un instrument au service des professionnels pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients. Ce n'est pas un objet autonome qui aurait une personnalité juridique, une existence propre. C'est un instrument qui doit faire l'objet, compte tenu de sa sensibilité particulière, d'une information spécifique quand on y a recours dans un protocole de prise en charge d'un patient. Le premier bloc, l'information du patient. Le deuxième bloc, c'est la supervision humaine opérationnelle. Comment ça se passe ? Eh bien, ça doit intervenir dès la phase de conception de l'IA et dans le suivi de son application en vie réelle, dans la suite des choses. Avant et après, la mise sur le marché de l'IA qui implique en Europe l'attribution d'un marquage CE. Comment ça peut se passer concrètement ? L'avis 129 du Comité national éthique recommande la formule dite du collège de garantie humaine, instance collégiale qui va regrouper le fabricant de l'IA, mais aussi des représentants des professionnels de santé, des représentants des patients qui vont, dès la conception et puis après, de manière régulière, assurer une supervision de l'IA. On conçoit des modèles de garantie humaine avec Ethikia. Je vous donne un exemple d'un dispositif déjà bien opérationnel, puisqu'on en est à la 3e session de ce collège de garantie humaine. C'est un dispositif de garantie humaine mis en place sous l'égide de l'Union des dentistes, l'Union française pour la santé bucco-dentaire, qui nous a demandé de concevoir la garantie humaine qui s'applique à une solution conçue par Dental Monitoring, une start-up française qui est devenue notre 20e licorne en novembre 2021. Donc, la solution, c'est une IA qui va aller redresser une vidéo prise par un soignant dans la bouche d'une personne en EHPAD et qui va derrière, à partir de cette interprétation d'image croisée avec des éléments du dossier médical, émettre ou pas une alarme en cas d'identification d'un risque carieux, d'un risque inflammatoire ou d'un risque de déchaussement dentaire. Et en fonction de l'émission de cette alarme, sera déclenchée ou pas l'intervention d'un chirurgien dentiste auprès de la personne en EHPAD. C'est un moyen de renforcer l'accès aux soins bucco-dentaires en EHPAD et on sait quelles sont les difficultés de cette accessibilité des soins bucco-dentaires à ce stade dans ces structures.
Et donc la garantie humaine qu'on a mise en place, c'est un protocole qui va consister à aller revoir tous les 4 mois une trentaine de dossiers déjà vus par l'IA dans un cadre collégial. Cette révision étant opérée par 4 chirurgiens dentistes réviseurs mandatés par le tiers de confiance, qui est l'Union française pour la santé bucco-dentaire, qui vont aller émettre un deuxième avis sur les interprétations prises par l'IA. Puis on va regarder les écarts, qui parfois s'expliquent très bien, d'autres fois moins, et ça nécessitera des actions correctives, soit sur la pratique humaine, soit sur le code algorithmique lui-même. Vous voyez, c'est une méthode classique de pilotage qualité. Mais c'est nécessaire, parce que ça permet d'éviter, ou au moins de prendre le maximum de garanties pour essayer d'éviter le déploiement de dérives éthiques telles que celles que je décrivais un petit peu plus tôt. Vous voyez, la garantie humaine de l'IA, ça n'est pas plus que ça, mais c'est ça, et c'est fondamental. C'est une manière de préserver l'autonomie de l'humain dans un monde qui s'ouvre à l'intelligence artificielle. C'est une bonne chose, mais il faut réguler cette évolution, le faire en gardant les yeux ouverts, garder l'esprit critique, c'est ce qu'on a appelé la régulation positive. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis aussi de démythifier un peu ce sujet. Vous avez dans le support de présentation qui est associé à ce MOOC toutes les références que j'ai indiquées. Et écoutez, merci à vous de suivre cette sensibilisation et bienvenue dans le monde de la garantie humaine de l'IA. Vous êtes vous-même maintenant des garants humains de l'intelligence artificielle en santé. Merci de votre attention.